Merci. Alors, je vais être tout à fait franc avec vous. La batterie de mon BlackBerry s'est épuisée et j'ai dormi. Et en fait, c'était bien mieux en fait, pour vous d'entendre Jeffrey Simpson. Je suis ravi d'être ici, en fait. Et je voudrais... Enfin, je dois dire, pour ceux d'entre vous qui ne parlent que français, je m'excuse, parce que les gens qui ont préparé les diapos ont fait tout traduire il y a 5 jours. Mais si quelqu'un me connaît, en fait, moi, je suis obsédé par la recherche. Et hier soir, à 11h30, je changeais encore mes diapos. Je fais ça constamment. Thierry et moi, on se connaît depuis longtemps. Et il sait que j'arrive à la dernière minute et que je continue sans arrêt à faire des recherches. Et donc, je dois dire que la version traduite arrivera plus tard. Là, je vais vous présenter 30 diapos. Et il y aura un rapport traduit en français qui arrivera plus tard. Alors, Ipsos Reid, c'est une compagnie où je suis arrivé il y a 20 ans, 24 ans. Et elle a beaucoup changé en cours de route. Je peux vous dire qu'il faut à peu près 30 ans pour se débarrasser de ses études, pour se débarrasser de ses livres d'université. Et la réalité, c'est que j'ai trouvé une photo de 34 personnes de 1989 et c'était la compagnie. Aujourd'hui, c'est une compagnie de 16 000 personnes qui fonctionne dans 85 pays, qui fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Par rapport à ces 4 millions de dollars de chiffre d'affaires quand je suis arrivé. Et à part mes collègues proches, je n'ai aucune idée de qui travaille dans cette société. Mais la réalité, et je pense que c'est important, c'est que quand Terry m'a contacté, on a donné la recherche faite pour ça, parce qu'on le peut, mais ça, c'est le prélude à une recherche beaucoup plus approfondie. Tous les mois, je fais une recherche sur le monde entier, sur 24 pays. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été fait sur 23 autres pays. Donc, on a une référence là. On va faire une comparaison du Canada avec 23 pays. Donc, je suis très intéressé, en fait, de vous présenter ça pour la première fois. Je vais vous présenter beaucoup de tableaux, de graphiques, de chiffres, mais le but, c'était de faire le point sur le système au Canada. Et lorsqu'on fait beaucoup de recherches, des tonnes de recherches, ce qui est difficile, c'est de rendre ça compréhensible et assimilable. Ne pas être écrasé par les chiffres pour voir ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. J'expliquerai ça un peu plus tard. Mais donc, nous avons examiné 24 éléments spécifiques dans 4 catégories. La facilité d'accès à l'expérience du patient, soins et compassion, coordination et communication, efficience en temps et en argent. Et ce que ça fait, c'est que ça nous donne toute une série de sections dans les régions qui permet de voir ce qui bouge, ce qui change, dans quelle province, dans quel groupe démographique, etc. Et on peut créer un bilan, en fait, chiffré. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais vous présenter ça, je vais vous résumer ça et vous dire ce que ça veut dire, tout ça. Beaucoup de ces choses-là sont destinées à faire le point. Il y a beaucoup de gens qui vont dire il n'y a pas de changement. Donc, si on enlève pas de changement et qu'on soustrait les résultats positifs des résultats négatifs, et là, on a un bilan, une fiche d'évaluation. Donc, c'est ça qu'on va faire ce matin. Et il y a une quantité énorme de données et on va rendre ça public sur notre site web. Et il y aura un rapport qui sera publié avec ça. Et on continue de travailler là-dessus parce que c'est un sujet dont nous nous occupons très sérieusement depuis de nombreuses années. La méthodologie est très simple. En fait, ça a été fait entre le 4 et le 18 janvier 2013, cette recherche. C'est pour ça que
J'ai travaillé encore là-dessus hier soir, après avoir rédigé ma thèse de doctorat pendant la fin de semaine. Mais ce qu'on a fait, c'est que on a interrogé ce que j'appelle des patients citoyens. Ce ne sont pas des personnes âgées, ce ne sont pas des jeunes, c'est un groupe de personnes qui utilisent le plus le système de santé. Donc méthodologie en ligne, qui est aujourd'hui totalement exacte. Peut-être qu'il y a 10 ans, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, ça l'est. Nos collègues ont fait la même chose pour les élections américaines. Et toutes leurs recherches ont été faites en ligne et ils ont été jugés comme étant les meilleurs aux États-Unis. Deuxième chose, c'est qu'ensuite, on représente ça pour représenter le pays. Et tout ça sont des choses que les journalistes savent. Évidemment, l'exactitude, c'est plus ou moins 3,5%, puisqu'il s'agit de 1000 personnes qui ont été interrogées. Ce qu'on a fait pour faire la tabulation des chiffres, c'est qu'on a demandé aux gens s'ils ont un médecin. Et je présente ça comme données démographiques, tableau démographique. Vous voyez que 62% des gens de l'échantillon ont dit qu'ils ont un médecin. Mais il y a beaucoup de variations là-dedans. Vous avez 76% qui disent oui, on a une équipe de santé, et donc pas seulement un médecin, mais un médecin fait partie d'une équipe. Et puis vous voyez les autres catégories ici. C'est la manière dont les gens peuvent avoir accès au système de santé. Et la raison pour laquelle on a posé cette question, c'est que on voulait comprendre si vous êtes aiguillé vers quelqu'un dans le système de santé, comment est-ce que ça marche? Quand quelqu'un se présente et doit aller dans le système, comment il réagit? Quelle est l'expérience du patient? Que pense le patient de ce qui se passe? Donc ça, c'est un bon diagramme qui montre donc que 23% des gens dans ce pays n'ont pas de médecin de famille, n'ont pas de médecin personnel direct. Donc, comme j'ai dit, on a examiné 24 éléments particuliers et comme le dit le CTRI, on m'a donné une demi-heure. Ma femme dirait que je ne peux même pas dire bonjour en une demi-heure. Alors, il va falloir que je fasse vite, là, je peux vous dire. Quand on demande aux gens de repenser à 2008 au sujet de la facilité d'accès au système de santé et de comparer, donc, par rapport à il y a 5 ans, ce qu'on voit ici, c'est fascinant. C'est que 29% disent que c'est plus facile aujourd'hui d'avoir accès au système de santé. 25% disent que c'est pire. Et pour 46%, c'est pas de changement du tout par rapport à il y a 5 ans. Donc, vous commencez à comprendre tout de suite, là, qu'il y a certaines personnes qui ont perçu un changement dans le système. Mais oui, c'est une question de perception, mais après, on examine différents aspects du système de santé. Ce qu'on voit ici, en gros, c'est que 30% disent qu'il est plus facile d'obtenir des médicaments pour diverses maladies. Vous avez 10% qui disent que c'est pire, et donc le résultat net, c'est 19. Quand on examine les tests de diagnostic, vous avez 28% qui disent que c'est plus facile, mais le résultat net, c'est 12, plus 12, par rapport à il y a 5 ans. Donc, vous avez les tests de diagnostic. Ensuite, voir un médecin. Est-ce que c'est plus facile ou non? Mais ici encore, regardez au milieu. Il y a 53% qui disent pas de changement du tout par rapport à il y a 5 ans. Donc, on a un résultat net. Ensuite, on a examiné l'accès à l'hôpital. Ensuite, par région, l'accès à l'hôpital, c'est pas... Et 55% pas de changement. Et pour voir un médecin spécialisé comme un chirurgien, vous voyez les résultats. Plus facile, 18%. Donc, avoir accès à un spécialiste, c'est encore difficile, manifestement. Donc, voici ce sur quoi je travaille. C'est un système de notation. C'est une fiche
de notation, prenant les provinces pour voir où les gens pensent qu'il y a eu des progrès et où il n'y en a pas eu. Et on ajoutera tout ça en fin de jour, en bout de ligne, et on verra. Vous voyez les cases rouges, c'est que c'est négatif pour la facilité d'accès. Mais la région de l'Atlantique est considérée comme l'une des meilleures, pourtant, alors qu'ils ont beaucoup de résultats négatifs. Comme vous pouvez le voir ici, beaucoup de cases rouges. Et quand on ajoute tout ça, on voit que la province qui arrive en tête du point de vue de l'accès, c'est l'Ontario. Et je rappelle qu'on parle ici de perception des patients. Évidemment, le gouvernement a dit, et c'est un idée qu'on va essayer de se concentrer pour faciliter l'accès aux gens. Et ça a marché, apparemment. Parce que le public en Ontario pense qu'on a beaucoup fait dans ce domaine-là. Que ce soit par la publicité, par des politiques publiques, par d'autres changements, l'Ontario est en tête, du point de vue de la facilité d'accès. Et la province qui est en retard, enfin, où les provinces en retard sont celles des maritimes, la région de l'Atlantique. Quand on regarde tous ces éléments-là, je sais que vous venez de plusieurs régions, mais le seul endroit ou le seul secteur où ça y a une amélioration, c'est les médicaments en Colombie-Britannique. Quand vous voyez où il y a eu le moins d'amélioration, il y a l'Ontario, et vous voyez les provinces aussi où il y a le moins de... Bon. Ensuite, évaluer l'expérience du patient. On a examiné toute une série de questions différentes. Meilleure information partagée avec moi. Quand je suis envoyé à quelqu'un, c'est que quand on entre dans le système, est-ce que les gens suivent notre évolution dans le système, notre cheminement? Si j'ai une maladie chronique et qu'on fait un test, on retourne voir son médecin et il dit « mais j'ai pas le résultat, il faut aller voir l'autre médecin, etc. » Donc, on constate qu'on a le sentiment dans le pays qu'il y a un meilleur partage des informations, il y a plus d'options qui sont données pour le traitement. Et depuis une décennie, il y a des gens, moi-même, qui voient beaucoup de choses par Internet et qui contestent le médecin pour son diagnostic. Donc, on me présente plus d'options de traitement parce que je conteste, je pose des questions, j'interroge, je vais voir sur Internet, je cherche. Donc, je suis mieux informé, en fait. Je ne suis peut-être pas le meilleur des patients, mais je suis mieux informé. Et il y a une meilleure coordination aussi. Les gens ont le sentiment qu'il y a une meilleure coordination. On est plus sensible à mes besoins. Il y a des gens qui disent qu'il y a un meilleur niveau de soins. Regardez les résultats ici. C'est plus rapide. Plus rapide, c'est assez plat, mais tout le monde au pays pense que l'expérience du patient est meilleure qu'elle l'était il y a 5 ans, mais pas pour la vitesse du traitement. Mais regardez au milieu, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de changement, beaucoup. Il y en a la moitié à peu près qui disent qu'il n'y a pas de changement. Donc, du point de vue de l'expérience du patient, par rapport à il y a 5 ans, globalement, les gens pensent que c'est mieux. Et où il y a un problème pour la vitesse d'accès au système, c'est en Alberta et en Atlantique. Mais dans le reste du pays, on a le sentiment que l'accès est un peu meilleur. L'expérience du patient est meilleure qu'elle l'était il y a 5 ans. Et quand on examine ça, globalement, on constate que la région où il y a le plus d'amélioration, c'est au Québec. Et le Québec, c'est une province très intéressante parce que quand on examine l'accès, on voit que la plupart des gens disent qu'ils ne peuvent pas avoir accès. Mais quand ils sont dans le système, ils pensent que c'est le meilleur. Donc c'est ça qui ressort ici. Ils sont en haut de la liste et vous pouvez voir qui sont les leaders et les vainqueurs et les gagnants et les perdants. Et regardez la colonne de droite, la Colombie-Britannique.
sur l'expérience du patient et sur les points d'accès individuels est chroniquement considérée comme la pire province du pays. Alors, quand on intègre tout ça, on peut voir qu'il y a des gagnants et des perdants. Si on fait les totaux, les calculs nets, on prend l'expérience du patient, on prend les questions d'accès, on ajoute ça. L'Ontario est en haut de la liste en termes de perception. Et en bas, c'est la Colombie-Britannique. Donc, ça vous donne une fiche de notation pour les provinces. Mais il y a eu 3 autres éléments qu'on a examinés. Les soins et la compassion. Est-ce que les gens ont le sentiment qu'ils sont traités avec attention et compassion? Et ensuite, la coordination, puis l'efficience. Alors, soins et compassion, on a proposé des déclarations, des affirmations aux gens. Et ils pouvaient être d'accord ou pas d'accord. Généralement, comme patient, je suis traité avec respect et sensibilité quand j'interagis avec des fournisseurs de soins de santé. 84% disent oui. Mon expérience a fait que je ne fais pas confiance au processus du système de santé. Donc, c'est une question négative. Ou à ces professionnels. Personnellement, je surveille tout moi-même parce que je ne fais pas confiance. Et là, on a 43% de gens qui sont en désaccord avec ça. Seulement 14% font confiance à tout le système. Et on constate que 35% disent « je me sens abandonné et tout seul » quand j'entre dans le système. Quand les gens vont pour un IRM, pour un dialogue, etc., ils ont l'impression d'être laissés à eux-mêmes. 35% disent, quand je quitte le cabinet du médecin et que je vais ailleurs dans le système de santé, je dois me débrouiller tout seul. Je suis abandonné. Donc, si vous habitez à Toronto et vous interrogez des gens qui ne font que coordonner des visites et qui s'assurent que tous les tableaux, tous les graphiques sont faits comme il faut, mais 43% du marché adorent ces gens-là, parce qu'ils sont totalement disponibles. J'ai peur d'être envoyé ailleurs dans le système de santé parce qu'en fin de compte, mon expérience quant à la manière dont les autres me traitent sera mauvaise. Donc, 4 sur 10 se sentent vulnérables dans le système. Et évidemment, c'est dans des régions différentes du pays. Et vous voyez ici, mon médecin personnel est toujours au courant des informations sur mon diagnostic et mon traitement. C'est normal. Il y en a qui sont vulnérables, mais il y en a à peu près 3/4 qui disent que leur médecin connaît bien leur dossier. J'ai confiance qu'une fois que je suis envoyé dans le système de santé pour un diagnostic ou un traitement, que le médecin ou celui qui me donne des soins aura une information à jour continuellement et des copies de ce qui se passe dans un seul endroit. 68% disent ça. Et vous voyez que les barres bleues au milieu, vous avez bleu marine à gauche, les gens qui sont totalement convaincus que c'est le cas, ils sont tout à fait d'accord, et ceux du milieu qui disent relativement d'accord. Mais ça, c'est une réponse canadienne typique. On dit ouais, peut-être. Et les autres disent non. Donc, il est vraiment très facile, lorsque les médecins et les fournisseurs de soins discutent entre eux, de savoir ce que fait l'autre personne ou ce qu'elle fait. Il y en a 36% qui pensent que ce n'est pas d'accord. Et il semble qu'une partie du diagnostic ou du traitement n'est coordonnée pour obtenir des informations régulières et importantes au sujet de mon problème de santé. Là, c'est 41%. Donc, de tout ça, on découvre que 35 à 40% du public pensent que une fois qu'ils sont dans le système, qu'ils ont eu leur diagnostic, qu'ils sont entrés dans le système, et ils n'obtiennent pas le traitement qu'ils veulent ou ne sont pas traités comme il faut. Donc, si un diagnostic revient à mon médecin qui était négatif et que j'ai besoin d'un traitement urgent, je saurais qu'il m'appellerait immédiatement à la maison, qu'il me dirait quoi faire. Le système de santé que je connais est efficient de la meilleure manière possible. La moitié des gens pensent ça. Et aussi, le système de santé
est efficient d'une manière qui maximise l'utilisation des dollars attribués aux pays pour la santé de manière qui ne gaspille pas d'argent ou de ressources. Qu'est-ce que ça nous dit? Mais l'élément clé ici, c'est que quand on intègre tous ces éléments, on constate que la région de l'Atlantique est celle où les gens sont le plus favorables. Et pour les soins et la compassion, les gens de l'Atlantique et des prairies pensent que c'est satisfaisant. Et quand il s'agit de coordination et de communication, dans les prairies, Saskatchewan et Manitoba, les gens pensent que c'est le pire, mais l'Atlantique pense que tout va bien, ou c'est ce qu'il y a de mieux en tout cas. Sur l'efficience de temps et d'argent, le pire c'est en Colombie-Britannique, mais ailleurs ça va relativement bien. Bon, ça fait beaucoup de données. En voici quelques autres. Les résultats nets combinés. Donc on a pris tous ces éléments, ces 24 éléments, on a fait des calculs, et on voit ici que sur la base des questions, est-ce qu'il y a un perdant et un gagnant dans tout ça? Ben, on peut dire que c'est au patient à décider, mais quelle que soit l'inefficience ou autre, la région de l'Atlantique est la gagnante. L'Ontario vient juste après, et la perdante, c'est la Colombie-Britannique là-dedans. Donc, sur la base de cette évaluation numérique, on a différents groupes qui disent que, bon, ça s'est amélioré, moins amélioré au cours des 5 dernières années, etc. Mais c'est ça. Alors, je résume. Il y a une tonne de données. Je vous présentais beaucoup de graphiques, de tableaux. Et je voulais essayer de résumer ça. Avant que quiconque se réjouisse, vous voyez, la moyenne nette des gens qui disent qu'il n'y a pas eu de changement, c'est 55%. Donc ça, ce sont les gens qui sont entrés dans le système, qui n'ont pas vu de changement. Et même chose pour leur expérience personnelle dans le système. 6 sur 10 pensent qu'il n'y a eu aucun changement dans leur expérience de patient. Donc hier soir, à 11h30, j'ai essayé de me voir qu'est-ce que ça nous dit, tout ça. On a ces chiffres, on décortique tout ça. Il y a des recherches énormes faites sur les patients, sur les médecins. On a fait des recherches pour vous, on vous a interrogé. Et ma conclusion, c'est ceci. Globalement, les choses s'améliorent, elles n'empirent pas. Et certaines provinces et régions font mieux que d'autres. Prenez ces résultats, vous allez avoir accès à toutes ces informations, mais décortiquez ça et analysez ça pour vous. Mais ça soulève une question fondamentale pour moi. On a donné des milliards et des milliards et des milliards de dollars dans le système de santé et on a un public, 56% de la population, quasiment 6 personnes sur 10 disent qu'il n'y a eu aucun changement au cours des 5 dernières années. Donc que ce soit le gouvernement Martin, qui a fait toutes les négociations de tout cet argent, et Flaherty qui a dit 3% et puis c'est tout, où on se retrouve avec ça. On ne parle pas ici de population vieillissante, on parle des gens qui utilisent les médecins, les hôpitaux, etc. Et ce qui me frappe, en fait, c'est la situation des autochtones dans ce pays. Et là, je vais faire une déclaration controversée, parce que on a fait des études là-dessus, des sondages là-dessus. Lorsque la chef Spence est allée parler à la presse récemment, c'est devenu un éclair. Et quand elle a parlé de responsabilité, chaque fois qu'elle a protesté au sujet de la situation dont les Autochtones sont traités, sur sa réserve, elle est devenue la représentante du manque de responsabilité, de redevabilité. Et 85% des Canadiens ont dit « Oui, il faut mettre plus d'argent. » Mais, en fait, on a dit aussi « Qu'avez-vous fait de l'argent qu'on vous a donné? Où est-ce qu'est devenu cet argent? » Donc,
toute cette histoire de Idle No More, en fait, ça a posé cette question. Et on a constaté qu'en 1989, des gens disaient que c'était de notre faute si les Autochtones avaient de gros problèmes au Canada. Mais maintenant, on a 60% qui disent c'est de votre faute à vous. Donc, à un moment, si vous voulez, les choses basculent. Et moi, j'ai été frappé par le fait qu'après avoir pompé ces milliards de dollars dans le système, ben en fait, on se retrouve avec une grande majorité de la population qui dit qu'il n'y a pas de changement, même dans leur expérience personnelle. Le problème qui se pose, donc, c'est que si les institutions et les parties prenantes clés dans un système public continuellement réclament en disant que le système est chroniquement sous-financé, quand est-ce qu'on va rendre des comptes et que les citoyens vont choisir autre chose? Parce que c'est ça qui se passe dans ce pays. Parce qu'on chiale tout le temps, on dit « Ah, mais ça marche pas », on met de l'argent, on dit « Il faut mettre plus d'argent », mais à un moment, il faut se dire « Hey, qu'est-ce que ça donne ?» Et donc, vous faites face à plusieurs choses, là. D'abord, pour certaines personnes dans le système, c'est une situation, en fait, positive, parce que ce sont des gens qui veulent plus de privatisation du système. Et ce sont des gens qui sont contents de voir ça. Mais il y a d'autres gens qui sont convaincus que le système doit être financé par le public et qui veulent ça, ils veulent un système efficace. Vous arrivez au point où vous avez tout cet argent qui a été pompé dans le système, mais il n'y a pas eu de progrès. Et la question que vous vous posez, c'est à quoi sert cet argent? Donc, des conseils scolaires de Toronto se font maintenant massacrer parce qu'ils dépensent de l'argent, ils gaspillent de l'argent pour acheter des ampoules électriques. Mais l'Ombudsman a accès de plus en plus aux informations et il va intervenir. Donc, je pose ce problème. Et ça fait de nombreuses années qu'on examine tout ça. Si vous voulez recommander un système de santé où l'argent donne des résultats positifs, il faut changer de tactique. Il faut changer la manière dont on utilise cet argent. Il faut commencer à célébrer certains des succès. Sinon, ça va être comme pour la situation des Autochtones. La tactique, c'est toujours, on montre la catastrophe sur les réserves et on obtient de l'argent. Mais la réalité, c'est que non, c'est fini, ça. C'est complètement fini. Donc, à quel moment quand on va commencer à avoir en 2015 plus de personnes âgées que de jeunes dans le système, est-ce que ça va être en 2023, lorsque, dans certaines provinces, 60% de vos dépenses totales seront consacrées à la santé? Ou 50% de vos recettes sont consacrées à la santé. Quand est-ce que ça va commencer à changer? Et je pose cette question-là parce qu'on fait ces recherches continuellement. Est-ce que on dit que si c'est pire, on va avoir plus d'argent, ou dire commençons à faire des choses différemment dans le système pour montrer au public qu'on fait des progrès? Sinon, il va falloir faire des changements radicaux. Bon, je vous parlais hier soir à certains d'entre vous et on a fait des études au pays qui démontrent que la graisse brune brûle plus de glucides que la graisse jaune. Qui ici a ce gras brun? Mais ça, c'est pour ce que ça vaut. C'est une réussite. C'est pas les meilleurs IRM ou les autres meilleurs appareils technologiques, mais le public comprend ce genre de questions. Alors, il y a vraiment des victoires qu'on peut miser dessus dès le départ. Et mon dernier point ici, si les institutions et les parties prenantes chantent continuellement que le système ne va bien, bien, il faut commencer à célébrer nos petites victoires. Sinon, qu'est-ce qui nous arrive? Les bilans, les tableaux de bord sont importants, oui, bien sûr, mais il y en a un grand pourcentage qui constate aucune amélioration et il faut pouvoir indiquer à cette population-là que oui, il y a eu des améliorations. Il y a eu beaucoup de recherches de fait et ce que nous allons faire, c'est nous comparer à 23 autres pays. Nous avons les données pour ces pays. Vous pourrez regarder les tableaux de bord pour comparer le Canada et les autres pays, 23 pays au monde. Il y a un rapport qui sera complètement traduit
Ces diapos n'ont pas été traduites en français encore, mais le tout sera disponible sur le site Web gratuitement d'ici quelques jours. Alors, Terry, ça me fait plaisir de répondre à des questions s'il y en a. J'ai un peu dépassé mon temps, mais c'est parce que j'ai fait grasse matinée puisque mon BlackBerry est tombé en panne. La pile était morte. Merci, John. Je pense que vous aurez beaucoup d'informations sur lesquelles nous voudrons vous poser des questions, mais je pense qu'on a le temps que de prendre une question. Alors, je vais demander à Mme Brenda McGibbon. Est-elle ici? Oui, alors voilà. Je demanderai à Mme McGibbon de nous poser sa question. Moi, je suis représentante des patients du Centre universitaire McGill. J'ai la chance de vivre au Québec, où il est obligatoire pour chaque hôpital, chaque centre de réadaptation, chaque foyer de soins de longue durée et un comité des usagers élu. Et comme Shalom m'a dit, il avait déjà lu le livre avant d'entendre Jemery Simpson. J'aurais voulu voir vos diapos avant de vous entendre. Mais c'est ce groupe du moyen qui me dérange, où entre 50 et 60% des usagers constatent aucune amélioration. Moi, je suis représentante des patients au cours de cette période et il y a 5 ans, la situation n'était pas très reluisante non plus. Mais juste l'accès au téléphone, par exemple, aux télésoins ou en hôpital, on avait reçu des plaintes de la part de patients qui ne veulent pas utiliser l'ombudsman, qui est plus juridique comme approche. Moi, une fois, j'ai vu quelqu'un qui est arrivé aux urgences, on l'a référé à une clinique, ensuite il a dû appeler la clinique pour fixer un rendez-vous. C'est utile d'avoir cette possibilité de recomposer automatiquement au téléphone parce qu'il il ne pouvait pas obtenir une réponse. En fin de compte, il a dû prendre une journée de congé du travail pour joindre cette clinique. Il a dû y aller directement pour pouvoir fixer un rendez-vous. L'accès est épouvantable. Oui, et ça me fait pleurer presque que les gens ne constatent aucune amélioration. Mais c'est un portrait réel. Il semble avoir ce fossé entre ce que veulent les gens ordinaires en termes d'accès et ce qui existe. Et à moins que les patients commencent à en parler et à y faire quelque chose, et s'ils n'essayent pas d'avoir une influence quelconque, je n'envisage aucune autre solution. Pouvez-vous me répondre? Oui, permettez-moi de faire un commentaire et ensuite je ferai une petite annonce commerciale pour une autre section des soins de santé. Oui, ce que vous dites est reflété ici dans les données, oui, tout à fait. Mais ce qu'a dit Jeffrey Simpson à la fin de sa présentation était tout à fait essentiel, à savoir, il y a un groupe de citoyens représentant les patients, mais éparpillés à travers le pays. Il n'y a pas de force unie et on n'a pas d'ombudsman et d'autres personnes qui peuvent aller regarder le système, l'étudier et le rendre imputable, l'obliger à rendre des comptes. Alors, le système de santé est soustrait de ce genre de possibilités de critique positive. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les recherches qu'on vous a présentées ce matin, mais il y a certaines parties du pays où on apprend d'améliorer la situation. Et souvent, on pense aux grandes questions institutionnelles. Oui, on représente les grands établissements ici, mais la question qui se pose, en fin de compte, c'est si je vais avoir quelqu'un d'autre, comment faire transférer mes dossiers de lui à l'autre et aller-retour. Alors, il faut regarder l'expérience des patients, il faut combler cet écart, il faut viser non seulement ce que vous faites au niveau institutionnel, mais au niveau de base, de fond, au niveau du patient. Alors, je ne peux que dire que vous et les résultats de recherche sont là. Vous êtes là, mais comment préconiser l'amélioration à l'extérieur des soins? C'est un peu comme dans le domaine de la
maladie mentale, oui, c'est très bien lorsqu'il y a des personnes qui souffrent d'autisme. Il s'agit d'un groupe qui peuvent se rendre à Queen's Park ou ailleurs et réclamer plus d'attention. Mais la maladie mentale, de façon générale, il faut se fier à d'autres, tels Bell Canada. Pour parler à votre nom, il n'y a pas d'unification. Alors, je pense que on va voir un point de basculement d'ici 2-3 ans parce qu'il va falloir choisir entre ce qu'offrent les établissements et ce que veut la population vieillissante. Et ça va être une dynamique tout à fait intéressante où une partie du public pourra avoir une influence. Ça doit être tout à fait frustrant pour vous, mais il n'y a pas de réponse facile, sauf ici, dans une pièce comme celle-ci, où on peut réunir des leaders institutionnels qui peuvent en discuter pour s'assurer que l'expérience des patients arrive en haut de liste, en fin de compte. Alors, moi, je travaille de très près dans le domaine de la santé mentale pour les soldats. Depuis 5 ans, je me suis dévouée à aider les soldats qui souffrent de SSPT. Et je travaille auprès d'un groupe qui s'appelle Military Minds, les esprits militaires. Nous avons 31 membres des forces armées et 300 personnes qui sont dans un forum de discussion en ligne, et j'en ai déjà perdu 3 depuis Noël. 3 se sont suicidés depuis Noël. Nous avons dû faire une intervention ce week-end dernier. D'ailleurs, un jeune homme de 25 ans qui est revenu de 2 tours en Afghanistan. Il a 3 enfants, une femme, et il a décidé de se suicider. On l'a sauvé, en fin de compte, qu'on a pu se rendre sur lieu, et il a reçu un taser en résultat. Alors, avant de l'emmener en établissement, alors, on a des cas où les patients sont des personnes humaines qui vivent, qui respirent, mais on se retrouve dans des situations où les personnes se disent, bon, si on prend l'expérience du patient d'ici à là, oui, mais comment établir le lien entre les deux? Je veux juste trouver les possibilités pour ces soldats, ces anciens soldats, je veux leur offrir l'accès à la santé. Alors, tout le monde parle du grand portrait en santé, mais personne ne fait le lien entre ces différents éléments. On veut les meilleurs résultats possibles, oui, mais alors, moi, je cherche un radeau de sauvetage. Ça m'est égal ce qui arrive dans 5 ans. Je veux aujourd'hui une infirmière qui a de l'expérience en santé mentale, qui s'assure que les gens reçoivent l'aide nécessaire. Et en fin de compte, en fin de journée aujourd'hui, que ce soit à travers votre expérience ou à travers l'expérience de groupes particuliers, il faut que on se souvienne qu'il s'agit d'un système axé sur le patient. On parle de personnes humaines. Et vous vous souvenez de ce programme où le DG va aux premières lignes, change d'emploi pour un jour? Il faut qu'on le fasse parce qu'en fin de compte, ce qu'on demande est tout à fait simple, à savoir, on demande d'être entendu, d'être suivi et d'être soigné. Et on a nombreux systèmes ici, on en parle au niveau institutionnel, mais on ne parle pas au niveau du patient. J'aimerais avoir le dernier mot. Au Québec, ça fonctionne, mais lentement. Et tous les comités des usagers se réunissent et les comités anglophones dans la région de Montréal se réunissent. Et ainsi, on en apprend davantage sur ce qui existe en réadaptation. Et c'est uniquement parce que le gouvernement l'a obligé. Et il y a la financée qui permet ces comités de se réunir. Et c'est pour cela que ça fonctionne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et on va vous donner accès à toute cette information.